Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel entretien géopolitiquement incorrect avec quelqu'un d'éminemment incorrect et correct en même temps à la fois. Je dirais controversé et incontestable. Voilà. Donc c'est les deux, parce que très souvent la réalité est infiniment plus subtile et intelligente que les réductions qu'on en fait. J'ai le plaisir d'accueillir un ami, Alexandre Delval, que je connais depuis fort longtemps. Nous nous sommes rencontrés dans des lieux très sérieux, oui. Très sérieux, très proches de l'État, il y a très longtemps, je ne dirais même pas quand. 97. Voilà, c'est ça. Voilà. Alexandre, vous êtes un géopolitologue éminent, un essayiste prolixe. Je pense que vous en êtes une quinzaine d'ouvrages, enfin entre 10 et 15, quelque chose comme ça. 15 ou... Il y en a quelques-uns collectifs. Voilà, mais voilà. 15 en France et 20 si on compte ceux que j'ai fait que pour l'étranger. D'accord. Pour le Portugal et l'Italie, j'en ai fait des inédits. Bon, très bien. Alors moi, je me souviens du tout premier. C'était islamisme et États-Unis, une alliance contre l'Europe. Oui, absolument. Donc ça, c'était le premier que j'avais lu, voilà. Et puis là, on va pas tous les citer, hein, bon. Mais en revanche, là, vous venez d'en sortir un autre. Sur le nouvel Occident, enfin la fin de l'occidentalisme tel qu'on l'a connu. Absolument. Et ce qu'on peut chez l'artilleur. Oui, le nouvel ordre post-occidental. J'ai voulu créer un peu une expression. Voilà. Où vous parlez bien de ce qui va être peut-être notre futur. Oui. Alors quand je dis controversé, ben évidemment, vous avez comme moi une fiche Wikipédia aux petits oignons. Oui, ça c'est vrai. Il s'en occupe, ça c'est vrai. Il s'en occupe bien et de près, où on vous accuse de plein de choses, d'avoir défendu l'idée d'un islamisme totalitaire ou d'un totalitarisme islamiste, etc., etc. Bon, on va pas s'intéresser à tout ça parce que franchement, voilà, moi je goûte assez peu toutes les réductions. Oui. En revanche, on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui parce que l'actualité rebondit beaucoup plus vite que nous, à mon avis, même, on a du mal à suivre. Je viens de lire un article du New York Times qui s'intitule, je sais plus le titre en anglais, mais bientôt l'effondrement de Trump, enfin... Quand est-ce que ça va s'écrouler, tout ça, tout cet activisme diplomatique et stratégique même, tous azimuts. On sort de Davos, il y a toujours d'ailleurs autant de problèmes à régler sur la planète, malgré tout, en dépit de tout ce qu'il essaie de faire. Évidemment l'Ukraine, on va en parler, évidemment l'Iran, on va en parler, très important. Évidemment l'Europe, et la manière dont nous sommes quand même très à la peine, à mon avis, en ce moment. Là, on a été un peu remis au prix sur l'affaire du Groenland. Donc, je ne sais pas très bien par où commencer. Peut-être, je vais vous laisser la main sur votre vie, sur celle que vous avez défendue, que vous structurez dans ce dernier bouquin. Et puis, à partir de là, on va rebondir sur les faits d'actualité qui éclaireront votre raisonnement, à mon avis. Tout d'abord, je vous remercie. Et c'est gentil de me laisser la main parce que ce qui me tient le plus à cœur dans ce livre, Le Nouvel Ordre Post-Occidental, pourquoi post? Parce que c'est pas forcément anti, mais c'est la déconstruction du terme Occident. Et je sais que vous avez aussi des idées là-dessus, je pense assez proches. L'Occident est une représentation géopolitique, comme nous on dit en géopolitique. Moi je viens un peu de l'école d'Yves Lacoste, même si mon maître réel était Pierre-Marie Gallois, bien sûr. L'homme le grand notamment du nucléaire et de la géopolitique. Les voies de la puissance, son meilleur livre. Il m'avait préfacé mon premier livre que vous avez cité d'ailleurs. Et donc l'Occident était un terme qui, dans sa première acception, fut un terme identitaire. C'est ce que j'appelle l'Occident 1 ou l'Occident identitaire. Il représentait quelque chose d'enraciné, de concret, de culturel, de géographique. Cet Occident-là, il n'est pas forcément mort, hein, et même s'il est un peu endommagé dans certains endroits, de plus en plus allogène en Europe, il n'est pas mort. Il a encore des poches d'existence. Et certains peuples vivent même dans la diaspora ou dans la minorité. Donc il n'est pas mort. Mais l'unité
de l'Occident 2, donc l'Occident qui n'est pas le même, pas l'identitaire, l'Occident idéologique, économique et stratégique. C'est l'OTAN au niveau stratégique, c'est Bretton Woods, FMI, Banque mondiale au niveau économique, et c'est le droit de l'homisme, la démocratie libérale. Voilà, que les Américains réalistes de l'école réaliste appellent liberal hegemony. Je parle beaucoup de l'école réaliste et je sais que vous aimez le pragmatisme et le réalisme géopolitique. Je suis en plein dedans, oui. C'est un peu géopragma, c'est un peu ça. Et donc l'Occident 2, qui est une construction qui n'a plus rien à voir avec l'Occident, au départ, a été créé par l'Empire anglo-saxon, parce que je pense que ce n'est pas que les Américains, les Five Eyes, vous connaissez mieux que moi. L'Empire anglo-saxon a voulu faire perdurer cet empire anglais, qui ensuite est devenu l'Empire américain, mais ça reste quand même, le premier cercle, ça reste des anglo-saxons. Les anglo-saxons, absolument. On est d'accord. Ouais. Et il a créé, cet empire anglo-saxon, l'illusion d'un globalisme. En gros, l'Occident, ce n'est plus un truc enraciné, c'est le marché, c'est le business, c'est le libéralisme sociétal, et c'est l'OTAN d'un point de vue stratégique, ou l'AUKUS, ou le Quadrilatéral Alliance. Enfin, c'est de la stratégie, du droit de l'homisme pour habiller tout ça, et de l'économie de marché, mais c'est surtout une volonté de dominer le monde. Or, il n'y a rien de mieux, tout empire, quand il veut dominer le monde ou une grande partie du monde, il ne peut pas avoir une identité, parce qu'on ne peut pas coaguler plein de gens d'identités différentes avec un empire identitaire. Donc un empire identitaire, comme celui que veut Trump, ne peut être que hémisphérique. Par contre, celui qui veut un empire global, je distingue l'empire de Trump qui est déglobalisé de l'empire des autres dirigeants américains qui est global. Un empire global, il doit créer une illusion, une pseudo-idéologie mondiale, cosmopolite, ce que j'appelle cosmopolitiquement correct. Un fantasme de totalité, en Absolument, fait, de capacité à englober la totalité et à être pertinent pour la globalité du monde. Et c'est impossible, concrètement. C'est impossible, mais ça permet de légitimer auprès de ceux qui y croient. On renvoie à Noam Chomsky ou Edward Bernays, la fabrique du consentement. Les deux étant très différents, parce que l'un est un capitaliste, l'autre un anticapitaliste, mais c'est la même conclusion. Donc on a produit un globalisme au départ pour justifier la domination américaine du monde. Mais le problème, c'est comme les radiations qui soi-disant n'ont pas de frontières, ont des frontières. Les radiations n'ont pas de frontières. Quand vous provoquez c'est comme la drogue pour les mafias. Les nuages de Tchernobyl. Voilà, les nuages de Tchernobyl ou la drogue de Totorina, à un moment, elle a contaminé les siens. Donc quand vous envoyez un poison ou une représentation fallacieuse pour justifier, masquer votre propre hégémonisme, dans une logique purement cynique, à un moment, ça se retourne contre vous, parce que vous ne censurez pas vos propres médias, vous êtes une société ouverte. Donc la moitié des Américains devenus à moitié dégénérés, c'est-à-dire anti-famille, anti-nataliste, anti-blanc, avec l'homme blanc de plus de 50 ans qui est le mal absolu, et des gens comme Trump, c'est tout simplement la réaction de l'empire originel, qui a dit « Attendez, le globalisme, on l'a pas fait pour que nous, on y croit. On l'a fait pour soumettre toute l'humanité à notre empire américain. » Et donc, c'est ce que je montre dans le livre. L'Occident est mort parce que, au moins, comme cet Occident a fini par contaminer ceux-là même qui avaient créé ce poison, qui était là pour diluer les nations des autres. Le globalisme était là pour détruire les souverainetés des autres, mais surtout pas la souveraineté américaine. Y compris en Europe. Et surtout en Europe, le grand cobaye totalement américanisé. Brzezinski, d'ailleurs, a une page très intéressante sur le fait que l'Europe ne pourra jamais se réveiller comme acteur autonome. Oui. Et son argument, c'est intéressant, c'est pas le dollar ou l'armée, il dit « Ils sont tellement américanisés psychologiquement et culturellement qu'il n'y a presque aucune chance qu'ils aient même l'envie d'être autonomes vis-à-vis de nous. » C'est de la vassalisation mentale, c'est de c'est le complexe de Stockholm, quoi. Absolument. Absolument. Voilà. Un de mes collègues géopolitologues, Vyacheslav Aviuski, disciple d'Yves Lacoste, avait parlé de empire cognitif, et j'ai repris son expression. La Russie, elle doit annexer à l'ancienne en envahissant territorialement avec des chars et maintenant des drones, etc. L'Amérique, c'est beaucoup mieux. Elle n'a pas besoin d'annexer un territoire. Elle annexe les mentalités, les cœurs. Depuis la jeune enfance, elle vous broie, elle vous détruit, elle folklorise vos propres traditions. Or, si on relit Sun Tzu, l'art de la guerre, qu'est-ce que dit Sun Tzu? La partie la moins connue, ou plutôt la moins médiatisée de ce qu'il dit. De gagner la guerre sans devoir la mener. Voilà, et ridiculiser les traditions des autres et discréditer les chefs
des autres. Ça veut dire que ce que fait l'Amérique avec sa pop culture, ses séries, ses modes, ses compliance, elle ringardise nos élites, nos cultures, nos traditions. Donc c'est beaucoup plus intelligent comme forme d'impérialisme. Donc voilà, pour conclure, l'Occident est mort parce que l'Amérique n'a plus intérêt à croire à un Occident global. C'est ce que j'appelle la déglobalisation de l'Empire américain. Mais l'Empire américain n'est pas mort. D'ailleurs, il est beaucoup plus, il est même plus arrogant que jadis. Mais l'avantage, il n'a plus besoin de passer par le wokisme, le libéralisme hégémonique ou l'OIL, l'Ordre international libéral. Il ne s'embarrasse plus d'enveloppe. Au moins, c'est franc et il nous permet de nous réveiller. C'est net. Oui, c'est clair, c'est net. Donc l'Occident est mort, mais pas forcément l'Occident identitaire. Il est mort doublement, l'Occident. Il est mort parce que l'Amérique l'a cassé en deux, grâce à Trump, mais il est mort aussi parce que le reste du monde s'est dit, mais moi, comme la Malaisie par exemple, je prends souvent l'exemple de la Malaisie, ou la Turquie, je peux être dans la globalisation, fabriquer des machines, vendre des produits, importer, utiliser Internet, former des élites, avoir des grandes tours comme à Dubaï, et pourtant, en même temps, je réislamise ma société et toutes les femmes sont voilées. Et ça, c'est un immense démenti à Thomas Friedman ou à Fukuyama. On peut très bien être dans la globalisation et dans la modernisation, en retournant à son identité la plus radicale. Modi, c'est pareil en Inde, avec l'Hindutva. Et donc, c'est ce que je montre dans mon livre. L'Occident est doublement mort, parce que les Occidentaux eux-mêmes sont divisés et le chef n'y croit plus. Il n'a plus besoin de s'envelopper là-dedans, parce que ça s'est retourné contre lui. Et le reste du monde, il dit, moi, j'ai pas envie de rester un plouc qui produit pour vous. Je suis pas votre clone ou un simple assembleur. Maintenant, vous avez fait l'imbécilité de vous délocaliser chez moi. Ça m'a rendu riche. Et maintenant, mon PIB, je vais le retourner contre vous. Et la mondialisation, c'est plus vous, c'est moi. Elle n'est pas morte, la mondialisation. Elle est devenue chinoise et indienne, ou malaisienne, ou turque, ou indonésienne. Et ça, c'est intéressant à analyser, non pas pour s'en réjouir. Je ne suis pas maso. Mais moi, pourquoi ça ne m'ennuie pas? Si l'Occident global disparaît, c'est une chance pour l'Occident identitaire, c'est-à-dire le retour des nations souveraines. C'est parce que le globalisme nous empêchait d'avoir des élites qui raisonnent de manière souveraine. La déglobalisation et de l'Empire américain et du reste du monde va faire en sorte, parce qu'en fait cette désoccidentalisation, ce n'est qu'une déglobalisation, ça va faire en sorte que l'Occident 1 va redevenir pertinent. Puisque l'Occident faux, global, illusoire, mondialiste n'existe plus, il est abattu de l'intérieur et de l'extérieur, et bien les nations européennes, orphelines, vont devoir revenir à leur souveraineté. Si elles en sont capables, si elles arrivent, si elles ont les élites cortiquées pour ce genre d'exercice. Mettre des bémols, c'est un peu idéaliste, mais ce serait possible. Mais c'est bien. Non, mais moi, je ne demande pas mieux. Hein. Moi, je suis pour l'Europe des nations. Je n'ai jamais donné dans toutes ces illusions et toutes ces utopies globalisantes, parce que je considère qu'effectivement, elles nous tuent. Elles nous dénaturaient. Et en fait, l'idée était quand même de nous affaiblir et de nous mettre sous contrôle. Oui. Bon, donc là, on assiste maintenant à ce découplage un peu brutal, un peu violent, du fait de l'habitus trumpien, on va dire. Ah, j'aime bien l'habitus. C'est ce qu'il y a de mieux chez Bourdieu. Oui, voilà. Lui, voilà, c'est comme ça. On voit que ça déroute, ça désoriente et ça, pour l'instant, ça sidère, à vrai dire, la partie européenne. Là, sur l'affaire du Groenland, on se rend compte qu'en fait, là, il vient de faire un truc très fort, en fait, parce qu'il a repris en main d'un seul coup, il a forcé l'Europe à capituler, de fait, enfin, à mon avis, à se rendre, pour ne pas se priver du lien avec les États-Unis, parce qu'ils ont bien compris qu'ils en avaient quand même besoin, ne serait-ce que parce qu'ils se sont couper les pattes énergétiquement, que maintenant ils sont dépendants énergétiquement. On est dépendant énergétiquement des États-Unis au plus haut point. Bon, beaucoup plus que des autres, des Russes n'en parlons pas, mais même avec ce qu'ils nous donnent encore via l'Inde, tout ça ne fait pas le poids par rapport à la nouvelle dépendance énergétique européenne vis-à-vis du GNL américain déjà. Et donc, les Européens, ils veulent garder l'OTAN parce qu'il a fait croire qu'il pouvait en sortir. À mon avis, il a quand même des projets de base et notamment de déploiement d'armement stratégique, d'armement nucléaire. Donc tout ça n'est pas fini. On s'oriente pour moi vers une nouvelle course aux armements, voilà, on est parti pour ça. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous, en Europe? Est-ce qu'on comprend la manière dont on s'est fait jouer dans un sens puis dans l'autre?
Alors ça dépend qui à la fois par ce globalisme, alors oui, il y a bien sûr, on peut revenir aux nations. Donc nous, les Français, les Allemands, les Britanniques, c'est encore une autre affaire, les Italiens, l'Europe centrale et orientale. Il faut parler des élites ou des peuples? Les peuples sont des triples dindons de la farce, malheureusement. Ils sont très très farcis, si j'ose dire. Les élites, justement, c'est difficile de savoir à quel niveau de lucidité elles sont arrivées. Est-ce qu'elles sont toujours dans un espèce de déni et de maquillage de leur impuissance, ou est-ce qu'elles sont capables de se rendre compte de ce qu'elles doivent, de la manière dont elles sont obligées de se coucher en ce moment, et quelle réaction optimale, considérant les forces, elles peuvent avoir? Moi, je pense qu'elles ont toujours dû se coucher. Rappelez-vous, les lois extraterritoriales américaines, Joe Kennedy, Burns D'Amato, Joe D'Amato, toutes ces lois des années 90 extraterritoriales qui consistent à racketter, parce que c'est totalement contraire au droit international. Ces lois, déjà, elles datent de longtemps. Le livre de Mitterrand, où je crois que c'était Benhamou qui rappelait la phrase de Mitterrand, « Nous sommes en guerre, c'est une véritable guerre qui ne fait pas couler du sang, mais c'est une guerre tout de même et une vraie guerre. » Guerre totale. Donc voilà, on le voit bien que c'est pas que les souverainistes qui le disent. Mitterrand était très lucide. Mais ce qui est ennuyeux pour nos élites, c'est qu'avant, elles étaient couchées, mais elles faisaient croire qu'elles étaient dignes. Oui. Maintenant que Trump a l'avantage, c'est pour ça que moi je l'aime bien, non pas parce que je suis d'accord pour qu'il nous fasse des sales coups, mais moi il m'intéresse parce qu'il nous dit franchement, comme on dit dans les quartiers, je te mets à l'amende. Oui, c'est ça. Comme on dit chez moi, je te mets à l'amende. Le voyou, il dit au mec plus faible que lui, je te mets à l'amende, voilà, tu me baises la main. Et l'avantage, c'est quand même assez humiliant. Donc nos élites ne peuvent plus masquer qu'elles se sont couchées devant quelqu'un qui ne fait pas du bien et qui ne nous veut pas du bien. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que du coup, elles vont être obligées de faire un minimum de concessions sur, au moins faire croire un petit peu qu'elles ont un peu de relance patriotique ou autonomiste, ce qui va alimenter, parce que moi je crois en la légitimité en sciences politiques, l'histoire est faite par les rayons de légitimité, c'est vrai. Ça va relégitimer l'idée d'être un peu autonome. Donc ça va alimenter les souverainistes qui montent partout. J'étais au Portugal récemment, Chega, deuxième parti, ils étaient rien il y a à peine 5 ans. Vox était en train de permettre au PP de renverser la gauche, parce que Sanchez a beaucoup de problèmes, et donc Vox peut arriver au pouvoir. D'ailleurs, il est beaucoup soutenu par Meloni. Meloni est déjà là, même si elle est mi-souverainiste, elle est quand même déjà là. Orban, il a fait déjà des petits autour de lui en Slovaquie, etc. Les Allemands. Les Anglais, Reform UK. Les Allemands, AfD, ça fait beaucoup quand même. À part le Belgique-Land, c'est-à-dire la partie uniquement francophone, parce que la partie flamande est très identitaire. À part la partie francophone de la Belgique et Bruxelles, et peut-être la Suède, où il y a plus de minarets aujourd'hui que de clochers dans beaucoup d'endroits, à part ces 2 pays-là qui sont totalement auto-dissous, quoique la Suède, il y a des petites réactions, tous les autres pays connaissent une montée. Alors ne parlons pas de la Roumanie, où ils ont failli gagner, mais on a trouvé un truc, on supprime le candidat, donc c'est simple. C'est pratique. C'est pratique. Partout, les populistes montent. Partout, les populistes montent. Donc, c'est intéressant. Et je pense que ça va être alimenté par plus nos élites qui se sont couchées, qui ont accepté d'être espionnées par Prism. Rappelons-nous, Madame Merkel, quand on a avoué qu'elle était espionnée par nos gentils amis américains, elle a fait celle qui était indignée, mais même maintenant, c'est ça x10. Trump nous permet de faire x10 ce qu'a subi Merkel quand elle a été obligée d'avouer qu'elle savait qu'elle était écoutée. Et ça, les peuples, ils vont pas apprécier. Et moi, ça m'intéresse aussi de voir tous ces américanophiles. Sans les Américains, on parlerait allemand, etc. Quelques centaines de milliers d'Américains au maximum, la moitié n'étant pas américains, ils étaient australiens, anglais, etc. Donc déjà, c'est pas que les Américains. Il y avait autant de non-américains que d'Américains parmi les troupes anglo-saxonnes qui sont morts contre le nazisme, mais ils sont morts plutôt après, parce que ceux qui ont fait tomber le nazisme, c'est les Russes, les Slaves, les Serbes, les Grecs. Bizarrement, ce sont les peuples orthodoxes, que ce soit des petits peuples comme les Serbes ou les Grecs, ou, je sais, vous êtes d'origine grecque, donc vous le savez, Hitler avait dit les Serbes et les Grecs, c'est un vrai casse-tête. C'est des petits peuples, mais ils m'ont donné des fils à retordre, ils m'ont freiné, et les Russes, n'en parlons pas, ou qui étaient plutôt des Soviets, il y avait aussi des Ukrainiens, etc. Donc on le voit bien, ce qui reste d'américanophilie
va être obligée d'être un peu plus réaliste et je pense que ça va faire baisser l'américanophilie. On va enfin se rendre compte que c'est pas nos amis. Ça n'a jamais été nos amis. Et même quand ils nous ont aidés, moi j'ai pas d'ingratitude, ils nous ont aidés très tard parce qu'ils avaient un intérêt. Bah, bien sûr. Les peuples ne sont pas des amis. Mais il n'y a pas d'amis. Non, mais voilà. ça, ça fait partie des fantasmes, ça. Absolument. C'est comme le couple franco-allemand, d'une certaine manière. Ah oui, on a vu le coup qu'ils nous ont fait. Toutes les métaphores et toutes les sémantiques autour des relations soi-disant amicales, voire amoureuses entre les peuples. Sauf Carl Schmitt. C'est très mignon. Carl Schmitt et Julien Freund, quand ils utilisent le mot ami, ils utilisent dans le sens celui qui a des convergences d'intérêts. Oui, mais voilà, mais là, en dehors de cette exception, le mot ami... C'est pas la filia, c'est pas l'agapé, c'est pas tout ça. Absolument. Bon. Donc on va retomber, ou plutôt on va sortir de la marmite dans laquelle on s'est un peu égaré. Les masques, ça c'est très bien, mais moi aussi je trouve Pour moi c'est une bonne nouvelle. Oui, bien sûr c'est une bonne nouvelle. Mais quand Trump est arrivé, j'ai dit mais il va y avoir un sursaut occidental, il va y avoir... Et en fait c'est ça, c'est ce que vous appelez l'Occident 1 qui... L'Occident 1 va se ressurgir puisqu'il avait été masqué, caché, oblitéré, inhibé par l'Occident 2 qui est un faux Occident, qui est en fait un projet mondial. Ouais. Alors, néanmoins, il y a quand même un projet mondial. Là où ça devient intéressant, c'est que Trump et tout autour de lui et tout un tas de cercles parlent de cette fameuse... Alors, c'est plus l'ordre international classique, c'est plus l'ordre mondial basé sur des règles, qui étaient les règles de l'Occident. C'est extraordinaire, cette voilà. Et maintenant, on en est à la théorie des sphères d'influence. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, moi, je suis assez pour les sphères d'influence parce que c'est un peu la normalité dans l'histoire des empires, je crois. Et ça a été... on a cru que c'était pas bien, que c'était même immoral. Une fois, j'ai fait une conférence avec un ami, je ne donnerai pas son nom, mais qui est un peu dans le système, à la Maison de l'Europe, et il me disait, mais c'est obscène, l'idée de sphère d'influence, c'est obscène. Un pays a le droit de choisir ses alliances. Mais bien sûr, il a le droit moral. Mais s'il est tout petit et qu'il est tout près d'un empire très méchant ou très dur, et un petit pays qui est tout près d'un ours et qui accueille un ours rival sur son, il accueille quelques griffes d'un ours rival sur son sol, l'autre ours ne va pas être content. Donc moralement, effectivement, l'Ukraine, la Géorgie, pour ne pas les nommer, avaient le droit de choisir leurs alliances, et bientôt la Moldavie, qui a l'air d'être candidate au suicide, ils ont le droit de choisir leurs alliances. Moralement, moi je suis même d'accord. Je ne suis pas du tout pro-russe. Ils veulent redevenir roumains, ils veulent devenir roumains. Voilà, donc en se rattachant à un pays qui est une base atlantiste et américaine, alors à la porte de l'Ukraine, et donc pas loin de la Russie, ils vont semer leur arrêt de mort. Ils vont tout simplement avoir un gros problème. Et donc le réalisme nous impose à reconnaître que c'est vrai que moralement, moi je suis d'accord, il serait normal qu'un Géorgien, un Ukrainien, je le pense sincèrement, je ne fais pas semblant, je trouve que ce serait normal qu'il puisse choisir ses alliances. Mais la réalité des rapports de force et des empires, c'est pas ça. Un empire, comme le dit Jeffrey Sachs, que je cite dans mon livre, mais aussi John Mearsheimer, mais également Stéphane Walt et compagnie, toute l'école réaliste, parce qu'il n'y a pas que Mearsheimer, ils le disent, un empire ne peut pas tolérer qu'un pays voisin accueille des systèmes d'armes, ou même l'alliance et le régime politique de l'empire ennemi. Alors, un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Hier, j'étais avec des patrons, un me dit, mais j'ai un enfant de 7 ans, il comprendrait. Alors, il m'a dit, mais pourquoi nos élites ne comprennent pas ? Parce que l'idéologie, vous le savez... 7 ans, c'est l'âge de raison. Vous connaissez dans le maïs, l'idéologie, c'est une vulnérabilité. Quand on est dans l'idéologie, c'est un prisme qui empêche de voir la réalité, et nos dirigeants ont été dans une idéologie qui est de type prosélyte, c'est-à-dire c'est le résultat de l'OIL, l'ordre international fondé sur des règles, l'ordre international libéral conçu par John Hickenberry, que je cite dans mon livre. C'était une enveloppe globaliste qui voulait que le monde entier soit dominé par le système anglo-saxon, et ça passait par un prosélytisme continu, de même que l'OTAN. Je cite Richard Sakwa, il est génial, le grand analyste de Grande-Bretagne, il dit l'OTAN, depuis la guerre froide, avant c'était différent, mais depuis la chute du mur de Berlin et de l'Union soviétique, l'OTAN existe pour nous protéger contre une menace que son existence contribue à augmenter. J'adore cette phrase. Elle est tellement vraie. Et c'est un grand analyse des relations internationales anglais, pas du tout russe. Mais oui, mais c'est la persévérance dans l'être des institutions, c'est-à-dire qu'elles doivent
elles doivent demeurer, elles doivent se justifier, elles doivent et pour se justifier et pour rester légitimes, elles sont obligées de se trouver des objets, des choses à faire. Oui, donc la création de l'ennemi, la fabrication de l'ennemi, l'entretien de l'ennemi, la manière de rendre disproportionnée une menace ou même simplement une crainte, tout ça. Pour moi, ça participe de la persévérance dans l'être de toutes les grandes organisations. Oui. C'est valable aussi pour les administrations. Formule, je ne la connaissais pas, mais elle exprime mieux. Moi, je parle souvent auto-rassasié, mais c'est plus, plus élégant. C'est ça. Mais pour répondre à votre question, mais là très très rapidement, les sphères d'influence, bien entendu, je pense qu'elles ne sont pas encore négociées. Ceux qui disent qu'il y a un Yalta, non, moi je pense qu'on est dans un pré-Yalta. Il y a un pré-Yalta en cours où chacun des 3 ou 4 empires en lice et quelques empires moyens, comme les Turcs aussi, ça reste un empire plus régional, mais les forces en présence sont en train d'avancer leurs pions en Syrie, dans le Caucase, en mer de Chine, au Venezuela, même si le Venezuela, il y a beaucoup de pubs, il n'y a pas trop d'effets. On a capturé un type, mais le régime est toujours là. Il y a des bateaux qui continuent à partir, qui ne sont pas raisonnés, qui emmènent du pétrole soi-disant illégal vénézuélien là où ils veulent. Mais voilà, chacun avance ses pions et on est en train de voir quels sont les rapports de force. C'est comme 5 mafieux qui vont se rencontrer bientôt à Dallas, mais là ils sont en train de maximiser les rues. On se croirait dans le Parrain. Voilà, ils sont en train de et oui, c'est mes origines siciliennes qui me font faire ces allégories. Et chacun analyse les rues dans lesquelles il peut avancer un peu plus avant la grande négo, où là on va décider, bon moi je suis là, je reste là, et toi tu restes là, tu vas pas plus loin que là. On est dans un pré-Yalta. On est dans cette phase. Les sphères sont pas encore définies, mais elles sont en cours. Il y a une acceptation pour la première fois en Amérique, parce que l'avantage d'être un voyou... C'est ça le changement. Et oui, l'avantage d'être un voyou, et je le dis pas méchamment, Trump est un voyou, c'est un sale type, c'est un narcissique complètement assez abject, mais en même temps rigolo, mais en enlevant le jugement moral ou esthétique, etc., ou ses phraséologies, il a l'avantage d'être un voyou. Au niveau de la psychologie, il n'a pas tué, mais il a la psychologie du voyou, comme dans les films, vous savez, italo-américains, nothing personal, t'as buté mon neveu, moi ton fils, mais maintenant on a intérêt, on a le même approvisionnement, maintenant on va arrêter et donc l'avantage du vrai voyou, celui qui n'a pas de... Parce que le vrai voyou n'a pas de principe, ça c'est que dans les films qu'ils ont de l'honneur. Le vrai voyou n'a pas de principe, il est capable de s'arranger avec n'importe qui s'il y a un intérêt. C'est que l'avantage de ces gens qui n'ont pas de morale, pas d'inhibition, pas de morale, pas de surmoi, eh bien, ils peuvent très bien serrer la main au pire des dictateurs, aux génocideurs, aux totalitaires, aux néo-staliniens, aux maoïstes. Il n'y a pas de problème, on va trouver un arrangement. Et donc, quelque part, ce voyou, qui a l'air d'être le plus méchant parce qu'il dit tout haut ce que l'Amérique faisait tout bas, il va nous permettre de trouver la paix, puisqu'il va composer. Certes, avec des rapports de force. Il y a une désinhibition totale. Il y a une absence de surmoi aussi totale. C'est-à-dire qu'il est à la fois le sale, moi le surmoi, il fait tout. Trump, c'est ubuesque, mais on peut faire un deal. Mais on peut toujours faire un deal. Si on lui résiste d'ailleurs, parce que si on se couche comme Van der Leyen, on est sûr de pas faire de deal. Ça, c'est pas des deals. Pour le coup, c'est léonin. C'est des accords léonins. Mais le pire, c'est qu'elle pouvait résister. J'ai parlé avec des grands patrons qui m'ont dit on a été très déçus, elle pouvait énormément résister. Non, elle a agi en allemande, c'est tout. Elle a agi en allemande comme une Italienne aurait agi en Italie, parce qu'il y a 2 pays qui ont intérêt à garder dans n'importe quelle condition des bonnes relations avec l'Amérique, y compris dans ce genre d'accord. C'est les 2 pays qui exportent beaucoup, c'est l'Italie et l'Allemagne, mais elle n'a pas agi en européenne. Elle a agi en quelqu'un qui peut-être après son job, comme vous vous rappelez, Barroso, à peine a-t-il quitté sa fonction de commissaire européen, de président de la Commission, il trouva un travail rapidement à Goldman Sachs. C'est ce que j'appelle le syndrome Barroso. Et c'est pour ça qu'avant, souvent, nos dirigeants, quand ils sont en exercice, ils donnent des faveurs à Uber, à McKinsey. Bien sûr, ils préparent la suite. Ils préparent la suite. Certains, on ne va pas les nommer, mais ils ont donné quelques avantages au Qatar parce que ça peut rapporter une fois qu'on n'est plus président. Et ce qui est incroyable, c'est que moi, quand j'étais fonctionnaire, je ne sais pas si vous l'étiez aussi quand on s'est connus dans cette institution, peut-être que vous étiez fonctionnaire aussi. Quand j'étais fonctionnaire, si j'avais fait le quart du millième du début d'allégeance envers une puissance étrangère, j'étais viré de la fonction publique et privé de retraite. Tout. Mais par contre, nos chefs d'État, ils peuvent être, sans les nommer, des agents de la Chine.
bien sûr, on pense à personne, les agents du Qatar, des agents de la Turquie, des agents de l'Azerbaïdjan, caviar, etc. Mais tous ces gens, quand ils sont élus, Premier ministre, ministre, ou ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, ou président, c'est bizarre, chez eux, il n'y a pas de problème. Ce qu'un agent, un fonctionnaire cadre de n'importe quel État européen aurait comme punition, c'est un confort. Selon que vous serez puissant ou misérable. Oui. C'est toujours la même chose. Nous sommes des républiques bananières, de ce point de vue. Oui, mais ça fait déjà... C'est pas totalement nouveau non plus. Hein. Voilà, on a un peu de bouteille en la matière. Oui. Voilà. Et on a été aussi longtemps à la solde américaine. Oui. Et voilà... C'est comme ça. D'ailleurs, Jean Monnet a travaillé pour les banques américaines. Tous, Schuman, tous les pères fondateurs de l'Europe qu'on m'a appris, moi, à révérer lorsque je faisais mes études, quand j'ai compris après, quand j'ai commencé à comprendre, à lire, à faire quelques légers recoupements. Le plus rigolo, c'est un ancien conseiller juriste d'Hitler qui devient président de la première précommission européenne, parce qu'il est recyclé par la CIA qui avait recyclé beaucoup d'anciens nazis. Et ça va être le premier président de ce qui était avant l'Union européenne. Mais il y a un très bon livre d'Éric Branca là-dessus. Très bon, Éric Branca, voilà. Grand gaulliste. Remarquable, tous ses bouquins sont remarquables. Mais il a un bouquin sur justement le recyclage des anciens nazis par les services Une de mes amies ne me parle occidentaux. plus, parce que j'ai rappelé... l'ambiguïté de Schuman pendant la guerre, bien sûr, les accointances avec la CIA, le MI6 et les banques américaines de monnaie, et l'origine nazie, c'était quand même le juriste préféré d'Hitler, du premier président de l'Europe. Mais il y a des gens pour qui ça détruit tellement des certitudes, parce que certains sont naïfs. Hein. Certains y croient vraiment au bon père de l'Europe. La naïveté est un grand travers. Un grand travers. Il vaut mieux être un tout petit peu, même cynique, même si moi je prétends que le réalisme n'est pas le cynisme, mais il vaut mieux être un peu cynique que totalement naïf. Alors, à ce propos, si je peux me permettre, quand j'étais au Liban dans une première mission, j'étais tout jeune, j'étais curieux, j'avais cette soif de comprendre à qui j'ai... Et je dis à un Libanais, musulman d'ailleurs, quel est le mot qui pour vous définit le plus l'occidental ? Parce que moi, je savais que ce que disait Amin Maalouf, c'était pas vrai. La culpabilisation sur les croisades, vues par les Arabes, etc. Il m'a pas du tout dit, vous êtes des croisés. Pas du tout. Ça ne m'est même pas venu à l'esprit. Il m'a dit ce qui me vient le plus à la tête en parlant d'un Européen. J'avais dit un Européen, pardon. Il m'a dit basit, ça veut dire simplet, au sens de naïf. En arabe libanais, c'est simplet, naïf. Et je lui ai dit, mais c'est pas croisé, colonisateur, le mandat français ou la colonisation. Non, c'est juste qu'il non, c'est un gros naïf. Mais un vrai naïf. On le voit à 10 mètres, un Européen, c'est un gros naïf. Alors, il a flatté, il m'a dit, les Italiens du Sud et les Grecs un peu moins. Ils ont un petit côté un peu comme nous. Mais les autres, c'est des gros naïfs. Et là, j'ai compris comment les peuples du Sud nous voyaient. Et nous, on croit qu'ils nous voient comme des salauds de colonisateurs. Ils ont oublié depuis longtemps. D'ailleurs, dans la littérature arabe, ils parlent très peu du soi-disant traumatisme des croisades. C'était naturel, tout le monde se battait des deux côtés. Ça, c'est venu de chez nous, cette culpabilisation. Oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est aussi un de nos travers. C'est qu'on donne dans la culpabilisation. On a sans doute été coupable de bien des choses. Bien sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il faut entretenir la repentance, la culpabilité perpétuelle. Parce qu'en fait, ça fait le jeu de certains autres qui n'ont rien à nous envier en la matière. D'ailleurs, moi, mes étudiants marocains ou algériens ou libanais ou égyptiens ou pakistanais, parfois je fais des sondages. Je leur ai dit, aucun auteur, aucun écrivain, même le plus modéré, Tahal Ben-Jennoun, aucun chef d'État d'un pays musulman n'a jamais demandé pardon pour les conquêtes de la Sicile, les pirateries barbaresques ou l'Andalousie. Et je leur ai dit, ça vous choque? Et ils disent, non, c'est normal. Ah oui. J'en ai jamais vu un qui me dise on aurait dû s'excuser. Ça échappe totalement à la psyché de ces pays. Et à mon avis, ils n'ont pas tort. Oui, mais bien sûr qu'ils n'ont pas tort. On peut pas regarder le passé avec non, mais ça ne sert à rien. C'est surtout que c'est extrêmement peu constructif parce que l'histoire du monde entier et depuis toujours est une histoire de conquête, de drame, de prédation, de violence extrême. Bon, alors revenons à nos moutons. Non, mais c'est une digression qui était fort intéressante. Je voudrais qu'on parle au moins, au moins de 3 choses. Oui. Bon, je veux qu'on parle de l'Iran. Oui. Je veux qu'on parle quand même de ce qui se passe en Ukraine, d'après vous, voilà, et surtout de la position européenne par rapport aux États-Unis. Enfin,
Voilà, et à la Russie. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec la Russie? Bon, moi j'ai mon idée sur la question, évidemment, ça me vaut bien des critiques, mais c'est égal, je le pense néanmoins. Et la troisième chose, c'est bien sûr la Chine. Dans quelle mesure, parce que c'est quand même... Bien sûr, c'est l'ennemi systémique, structurel, ultime de l'empire américain renaissant, on va dire, voilà, quelles que soient les formes. Mais néanmoins, il y a quand même une interdépendance évidente. Enfin, tout n'est pas aussi. Encore une fois, c'est pas manichéen, c'est pas. La réponse est dans ce que vous venez de dire. Bon, bah alors commençons par la Chine, puis après, chut, hop. Mais j'adhère à la réponse que vous avez induite. Jacques Sapir n'est jamais vulgaire, comme vous le savez, c'est un homme très éduqué, un des meilleurs économistes du monde multipolaire. Il a été conseiller de l'Ukraine et de la Russie en même temps, je le précise. Et il n'est jamais vulgaire, mais dans une vidéo très intéressante, il disait « La Chine possède tellement de tout, contrôle tellement de tout, qu'elle nous tient par les couilles. » Et pour une fois, j'avoue que c'était utile, c'est parlant, parfois avec mes élèves, je le fais un petit peu, pas trop, mais parce que c'est parfois un mot vulgaire permet de marquer l'esprit. C'est visuel. Les Chinois tiennent 85% des chaînes d'approvisionnement des terres rares. J'ai montré une carte dans mon livre, terres rares plus nickel plus aluminium, et j'ai montré les pays, il y a la Chine, mais il n'y a pas que la Chine. Ils ont également, très intelligemment, acheté également tout ce qu'il y avait en Indonésie et tout ce qu'ils pouvaient en Amérique latine et surtout en Afrique. Donc, en Chine, et parce que les sociétés chinoises détiennent un peu partout, les Chines ont 80 ou 85% des chaînes d'approvisionnement des métaux les plus précieux. Le reste, assez facile d'accès et bien géré avec une bonne industrie, c'est les Russes. Donc en gros, les Russo-Chinois nous tiennent totalement par les couilles. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de sanctions sur le palladium russe et il n'y aura jamais de sanctions sur les terres rares chinoises. Ceci dit, notre Zelensky, président Zelensky vient de vendre à un consortium américain une énorme mine de lithium. Et les Américains vont pouvoir... Et comme vous le savez, c'était sa mission. Voilà, quand il a été mis en place, la première chose que BlackRock et le gouvernement américain, quel qu'il soit d'ailleurs, a demandé à Zelensky, c'était d'abolir une loi qui empêchait les Ukrainiens de brader des terres arables et des actifs stratégiques. Et il a annulé cette loi. Il a vendu aux Chinois, aux Saoudiens et aux Américains en masse. Et à peu près 50% du blé ukrainien, ça veut dire 70% du blé ukrainien de la partie non occupée est gérée par des filiales, comme vous le savez, de BlackRock. Donc, c'est sa mission. Voilà. Donc, les Chinois nous tiennent. Et donc, moi, je crois quand même qu'il va y avoir un arrangement entre Trump et Xi Jinping. Ils vont se rencontrer. Visite, là. Il y a une visite. Il y a une visite d'État en avril. En avril. Et il y en aura 2 ou 3, je crois, sur toute l'année 2026. Je pense qu'ils vont trouver un deal. Les Chinois n'ont aucun intérêt à une guerre directe. Ils ont annoncé l'annexion de Taïwan. Donc, qu'est-ce qu'ils vont donner, je ne sais pas. Mais c'est là qu'entre la géopolitique hémisphérique, peut-être que Trump va devoir lâcher un truc assez humiliant, mais pour sauver l'honneur, il va dire « je prends le contrôle du Groenland, du Venezuela, de Panama ». Et il aura l'air d'avoir fait un deal. Mais il a dit, je crois récemment, c'est au président Xi de décider de ce qu'il veut faire avec Taïwan. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire il peut faire ce qu'il veut? Bon. Est-ce que ça veut dire, attention, est-ce qu'il va décider parce que je peux réagir différemment? Voilà, donc je ne sais pas, mais c'est intéressant, la manière dont il a dit, lapidairement, il répondait à une question. C'est ainsi de décider. C'est là le génie de Trump, il est imprévisible, il est toujours dans l'ambiguïté. Alors c'est vrai que 330 millions en fait, c'est pas vraiment des armes, c'est des pièces détachées pour les F-16 et pour d'autres systèmes d'armes, mais 330 millions de systèmes d'armement ou de pièces d'armes ont été, je ne sais pas si c'est livré, mais ont été signés envers Taïwan. Alors certains disent c'est n'importe quoi votre théorie hémisphérique puisque ça prouve que les Américains vont se battre pour Taïwan. Mais non. Quand on négocie, c'est justement ce qu'on fait. On montre qu'on peut faire, on montre sa capacité de nuisance. Absolument. Et après alors ce qui est vrai, le problème c'est TSMC, comme la meilleure boîte mondiale qui fabrique des puces en dessous de 7 nanomillimètres. Maintenant, on est même 3, bientôt 2. Ils sont extrêmement forts. C'est ce qu'il y a de plus important pour le digital et les missiles. Là, c'est Taïwan qui les fabrique. Certes, c'est d'origine américaine, parce que
pour l'histoire, pour nos auditeurs, les Américains avaient tout, même si c'est un Français qui a inventé la première puce, les Américains avaient tout, mais ils ont, dans un calcul très raciste, ou plutôt racialiste, j'ai lu un livre là-dessus sur l'histoire des puces, ils se sont rendus compte que les Asiates du Sud se plaignaient moins, produisaient plus longtemps, plus précisément avec le moins de taux de déchets. Parce qu'il y a des puces qui sont ratées, parce que c'est du gravage sur du silicium. Et c'est pour ça qu'on a tout délocalisé à Taïwan, à Singapour, en Corée du Sud et au Japon. Mais ils ont relocalisé certaines choses déjà. Et voilà, et c'est ça le problème. 3 ans déjà. C'est là que le problème arrive. Quand M. Xi Jinping disait on va prendre Taïwan définitivement en 2032, c'était faisable. Mais là, il dit l'année prochaine, 2027. Est-ce qu'en un an, l'Amérique peut rapatrier tout ce dont elle a besoin du savoir-faire de TSMC? Réponse non. C'est là que moi, je me pose quand même la question. La négociation va être plus complexe que si on avait calculé, enfin les experts ont calculé, il fallait 5 ans. 5 ans en faisant très vite. Oui, vite. Donc là, 1 an, c'est impossible. Donc, est-ce qu'il va y avoir un deal, un statut hongkongisé? Parce qu'il est capable. Trump, il a dit qu'il allait envahir le Groenland, puis ça va être finalement l'application du traité de 51, un peu élargi, au-delà de la défense, à quelques zones où il pourra faire du forage, etc. Peut-être qu'il va y avoir un deal comme ça à Taïwan. Pendant 90 ans, ça va rester un statut, puis après, ça viendra à la Chine. Ce serait extrêmement risqué pour les Américains de se lancer dans une opération militaire, de toute façon. Il y a le scénario que vous connaissez de Graham Allison, le livre Destinated for War, qui est vraiment destiné à la guerre. Je me souviens d'Essence of Decision. Ah oui, alors dans Destinated for War, il a étudié 16 cas de guerre entre un empire ascendant et un empire descendant, et un empire en place et un rival, et il montre que sur 80% des cas où l'empire en place, pour rester en place et arrêter l'ascension de l'autre, l'attaque, il perd. Donc c'est intéressant, les statistiques, les Américains aiment bien ce genre de truc, c'est peut-être un peu théorique, mais ça fait réfléchir. Donc je pense que Trump, enfin c'est même sûr, apparemment il a beaucoup écouté Allison, il a également écouté Huntington sur Who We Are, le dernier livre Qui sommes-nous, où il montre le destin d'un pays en risque d'effacement civilisationnel. Ça prouve qu'il faisait pas ça pour nous humilier, il le pense vraiment. Ah mais bien sûr. Son pays comme le nôtre, il a envie que ce soit des pays qui restent occidentaux. Ah mais c'est sûr. Et il a été influencé aussi par Edouard Luttwak sur la guerre économique, même si Luttwak plaît aussi beaucoup aux néocons, etc. Et il a été influencé, bien sûr, par l'école néo-réaliste, Stephenwalt, Mearsheimer, même s'il ne partage pas son anti-israël. D'ailleurs, petite digression, et comment vous analysez l'équilibre autour de Trump? L'équilibre des factions, l'équilible des justements. J'ai un chapitre de mon livre là-dessus. Non, mais je ne l'ai pas encore lu. Je suis désolée. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Mais je vais le lire, je vais le lire. Je suis coupable, je ne l'ai pas envoyé à temps. Donc, c'est très hétérogène. Oui, mais bon, en même temps, un mandat américain, c'est 4 ans. Hein. Oui. Bon, certes, il va vite, il fait beaucoup de choses, il perd pas une minute, et il passe sa vie à... Ça marche encore très fort là-haut. Mais il a autour de lui quand même des tenants de l'ancienne école et de l'ancienne équipe, si j'ose dire. Il est même cerné, plus qu'on le croit. Il est cerné, Au Sénat, il y en a. Autour de lui, il y a Pete Hegseth et surtout Marco Rubio. Et dans la société américaine, il y a encore le Deep State et l'armée. L'armée, c'est bourré de néocons. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que d'habitude, les militaires chez nous sont plus sages. Donc, il est quand même, il y a plusieurs pans de la société où il y a encore des néocons. C'est la fameuse blague du blob dont parlent les néoréalistes. Hein, c'est le lobby globaliste, militariste. Quand vous chassez les néocons, ils reviennent toujours par la petite porte. Vous croyez qu'il n'y en a plus. Dans le gouvernement qui a promis qu'il n'y en aurait pas, il y en aura toujours un ou deux au poste stratégique. En même temps, il a mis Rubio là. Enfin, mais moi, je pense que c'est presque une condition. Oui, je pense que quand on l'a raté, on l'a raté, c'est une façon de dire prends quelques types du Deep State et ne le détruis pas entièrement parce que la prochaine fois, on ne te rate pas. Moi, je pense que c'est comme Meloni en Italie. Quand elle est arrivée, elle était pas du tout pro-ukrainienne, pas du tout anti-russe et pas du tout atlantiste et anti-européiste. Elle a changé sur tous ces points. Et j'avais suivi l'affaire avec un ami italien qui connaît bien elle et Draghi. Draghi l'a présenté à la femme de Biden, qui est une Italienne, comme vous savez. Et on lui a dit, voilà les conditions. De toute façon, vous n'êtes pas un pays libre, vous êtes un pays avec plein de bases américaines. Vous êtes vassal. Vous êtes un vassal. Et d'ailleurs,
Donc, si vous voulez devenir président du Conseil... Vous vous rappelez ce qui est arrivé à Aldo Moro et à Mattei qui voulait faire des contrats favorables au tiers-monde. Bizarrement, son avion a eu un problème de moteur. C'est très étonnant. Aujourd'hui, j'étais avec un auteur italien récemment, Fasanella, qui a prouvé avec les archives anglaises, il a fait 2 livres à grand succès, il a prouvé que sa mort a été programmée par les Anglais et les Américains. Parce qu'ils mettaient en péril les fameuses 7 sœurs. Oui. Donc voilà, je pense que, et c'est la théorie dont on parlait... Je suis entièrement d'accord sur Mélanie. On en parlait avant l'émission. Je pense que les États perdurent. Au-delà du régime ou de la personne et du parti politique, il y a quand même, pas que, mais il y a des constantes. Il n'y a pas que des variables. Il y a des choses qui restent. Et l'Iran restera une puissance qui voudra être puissante, même après un régime anti-occidental. C'est exactement à l'Iran que je voulais arriver. Donc la transition est faite. Donc voilà, on vient d'assister, je dirais, c'est pas la deuxième, mais c'est la deuxième récemment, après la guerre des 12 jours. Là, on a eu une deuxième tentative de déstabilisation et de renversement du régime. Bon, moi, personnellement, je ne pense pas, même s'il y a eu des manipulations sur la monnaie, etc., qui ont déclenché les manifs, qui ont déclenché une véritable protestation d'une partie de la population qui, depuis 20 ans, vit quand même sous des sanctions. J'aimerais bien, encore une fois, voir ce qu'il en serait de la France si on avait 20 ans de sanctions dans le nez. Je pense que là aussi, on serait très fragile. Tout pouvoir, quel qu'il soit, serait fragile. Évidemment, c'est l'idée. Donc, tout ça n'est pas du tout spontané. D'ailleurs, ça a été même dit et reconnu par un certain nombre de ceux qui étaient à la manœuvre de cette déstabilisation. Pour l'instant, ça n'a pas marché. Encore une fois, ça n'a pas marché. En dépit de l'infiltration des services israéliens, des services britanniques, des services américains, de tous les agents qui étaient là, de l'affaire des Starlink, enfin bon, tout ça a été mis en échec so far. Oui. Comment est-ce que vous analysez la situation ? Pour moi, c'est logique. Alors, je ne pensais pas ça il y a 3 semaines aussi fermement, mais un rendez-vous avec un de mes amis en Italie qui est une des rares voix autorisées, vous savez, il y en a toujours dans les médias, qui sont autorisés de dire ce que pensent les milieux interlopes. Un homme qui a fait toutes les forces spéciales pendant 40 ans, il a une grande société d'analyse stratégique, une sorte de George Friedman italien. Il me disait, mais à votre avis, est-ce que l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Turquie, Israël ont intérêt à ce qu'un pays devienne super fréquentable ? Il a 22 000... Israël, certainement pas. Lui, il parlait de tout cela. Il disait, ils vont être remplacés parce qu'il y aura des gens plus intéressants, plus intelligents, plus formés, plus civilisés, une très grande civilisation avec une classe moyenne hyper instruite parce que les mollahs ont fait plein d'erreurs, mais ils ont continué à laisser les instructions. Les femmes peuvent faire des thèses de doctorat, peuvent être ingénieurs, etc. Donc c'est un pays, s'il redevient occidental, les premiers à perdre un ennemi utile, et vous connaissez mieux que moi l'expression ennemi utile, et je ne le dis pas ça pour défendre le régime, c'est un régime que j'exècre. Moi j'ai même été menacé par les gens du Hezbollah et de l'Iran, donc ce n'est pas du tout un régime dont je pleurerais la disparition, mais il faut être réaliste, il ne faut pas raisonner avec le pathos. Ce régime a encore 30% à peu près de la population qui vit du régime, donc déjà c'est pas tout le monde. 25 autres % ce sont des Azéris qui détestent à mort le Shah parce que le Shah avait rasé Tabriz et il y a une énorme rancune entre les nostalgiques des Khazars, des Khazars et des Kadjars et des Pahlavis qui sont une dynastie pour eux qui est arrivée par effraction, un peu comme les Monaco. Oui, c'est pas non plus. Voyous on va pas nous expliquer. C'était pas une grande aristocratie. Non, et donc ça fait déjà 25% plus 30, ça fait pas mal déjà. Et le reste, il y a des communistes, il y a des mossaguedistes, il y a des nationalistes, il y a des Kurdes qui n'ont pas du tout le même agenda, même si ce ne sont pas trop ennemis des persophones. Il y a les Baloutches, les arabophones. Donc c'est beaucoup plus complexe. Puis le Shah, moi je l'ai rencontré une fois, le fils du Shah, c'est un homme charmant et j'ai absolument rien contre lui. Je lui souhaite de réussir. Mais malheureusement, on sait que si son nom est scandé par de nombreux militants, c'est pas tout le monde, mais il est scandé non pas parce qu'ils veulent le retour du trône, il est scandé comme le seul liant entre ceux qui manifestent contre le régime. Mais lui-même, quand je l'ai rencontré, le fils du Shah, il a changé depuis, mais il nous disait, moi je sais que j'ai très peu de chances de régner, je me pose en coagulateur.
l'homme un petit peu, l'homme autour de qui on va être d'accord pour dire non au régime. Mais ça ne fait pas de ça un futur dirigeant. C'est-à-dire qu'il a très peu de chances d'arriver au pouvoir. Il a extrêmement peu de chances d'arriver au pouvoir. Et enfin, les passes d'Aran tiennent la société d'une main de fer. Et je me réfère souvent à Gene Sharp, que vous devez connaître, l'homme qui a conçu les révolutions de velours. Et les révolutions arabes, il n'est pas un Manitou, mais c'est son kit qui a été employé. Il est le président de la Fondation Albert Einstein, il a réuni des anciens militaires, des psychologues, des historiens, et il a créé le kit de déstabilisation de ce qu'on appelle révolution par action civile. Le manuel. Le fameux manuel, vous savez, de la dictature à la démocratie. Voilà. Le manuel interdit partout dans les pays semi-démocratiques ou non démocratiques. Et il a dit un truc très intéressant. Quand il parlait, j'ai bien connu la dame qui a lancé la révolution du jasmin. Paix à son âme, elle est morte, Lina Benheni. C'est pour vous montrer que je ne suis pas contre ces révolutionnaires. Non, mais... Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais elle me disait elle-même, il y a très peu de chances qu'on arrive au pouvoir. On va dégager Ben Ali avec le système de Gene Sharp, c'est-à-dire discréditer le pouvoir en place par des manifestations interdites qui vont être réprimées. On va montrer le sang. Ouais. Mais Gene Sharp ajoute, ça marche que quand on peut montrer le sang. Ça marche que s'il y a une circulation minimale de l'information et des personnes. Donc Gene Sharp lui-même disait ça marchera en Ukraine, ça peut peut-être marcher en Russie. Avant 2012 où la Russie était encore assez ouverte. Ça peut marcher en Géorgie, ça a marché une fois, ça a marché 2 fois en Ukraine. Il disait ça peut marcher en Tunisie, ça ne marchera pas en Iran, ça ne marchera pas en Corée du Nord, ça ne marchera pas dans un pays qui peut couper toute la circulation de l'information. Voilà pourquoi, pour une raison très objective qui n'est pas... Oui, ils ont empêché la coordination surtout aussi. Et oui, un pays qui a un vrai... Il disait un pays vraiment totalitaire, ce qui est différent d'un pays dictatorial. Une dictature, un autoritarisme et un totalitarisme sont 3 régimes différents. Dans le totalitarisme, tout le monde dénonce tout le monde est surveillé, personne ne peut bouger et la circulation est totalement bloquée. Et il disait, dans ce cas-là... Vous pensez que l'Iran est dans ce cas-là ? C'est pas un jugement de valeur, mais l'Iran est plus totalitaire que la Tunisie, c'est clair, parce qu'il y a moins de circuits. Il peut bloquer Voilà, c'est même pas un jugement de valeur, mais il disait un pays totalitaire au sens de Mussolini, comme Mussolini il invente le mot totalitarisme, c'est un mot qui a été inventé non pas par Hitler mais par Mussolini. Il dit c'est un enrégimentement et un contrôle total de la société. Et il le disait, il y en a beaucoup qui sont encore nostalgiques de lui d'ailleurs. Et c'est une catégorie qui n'est pas forcément un jugement négatif, c'est un système qui est différent de l'autoritarisme. Toute la société est englobée. Si vous préférez le mot englobé. Et l'information ne circule pas si le régime la bloque. Et là, il dit, Gene Sharp, la révolution de velours ne marchera pas dans un tel pays. Et donc, c'est pour ça que je crois que Trump va négocier, parce qu'il sait que dans un tel cas, dit Sharp, il n'y a qu'une solution, l'envahissement durable avec énormément de troupes. Et ce n'est pas la solution de Sharp, parce que Sharp a créé ces révolutions de velours pour éviter la guerre. Voilà, parce que c'est un ancien gauchiste contre la guerre du Vietnam. Donc pour une raison structurelle qui n'est même pas ma préférence, je répète, moi je n'aime pas du tout ce régime. C'est un régime qui est influencé par les frères musulmans, qui a fait revenir 20 ans en arrière l'Iran, parce que le Shah dérangeait. Le Shah d'Iran, je me rappelle... après avoir parlé avec les liens entre les États-Unis, les services américains et l'imam Khomeini n'étaient pas non plus totalement... bien sûr. Mais ce qui est intéressant, vous vous rappelez... Totalement inexistant. Absolument. bien sûr. Exactement. C'est un euphémisme. Et voilà. Et Giscard a joué le rôle de l'idiot utile, mais c'est les Américains qui lui ont demandé de mettre en lice Khomeini. Mais on se rappelle que quand il a eu des problèmes, le Shah d'Iran, bizarrement, ça rappelle la Syrie avec le gaz, etc. Le Shah d'Iran a eu des problèmes quand il a commencé à vouloir diversifier son pays en signant des accords avec l'URSS. Bizarrement, c'est étonnant. Il y a toujours des drôles de hasard comme ça. Et le libéral Giscard, au nom de belles idées libérales, n'écoute pas Alexandre de Marange qui lui avait dit de surtout pas laisser le Khomeini retourner en Iran. Et donc on connaît la suite, ça veut dire qu'il y a eu un lâchage. Donc de même que l'Iran a été lâché quand il était pro-occidental, il sera lâché s'il le redevient. S'il redevient en pro-occidental, ça restera l'Iran avec une volonté impériale. Il voudra encore le nucléaire. Le Shah d'Iran voulait le nucléaire et les prochains voudront le nucléaire. Mais forcément, parce que c'est la sanctuarisation, c'est la dissuasion, c'est l'invulnérabilité. Là, pour l'instant, ils n'ont que leur force balistique et elle est opérationnelle quand même. Et elle a fait des dégâts quand même qu'on a un peu cachés sous le tapis, mais elle a fait des dégâts importants en juin dernier. Mais enfin, c'est pas l'arme nucléaire. C'est pas l'arme nucléaire. Donc, si demain, effectivement, il y avait ce passage, si on franchissait le seuil nucléaire militaire,
là, d'un seul coup, plus personne ne pourra s'attaquer à l'Iran. Donc c'est assez logique, si vous voulez, là encore, si on oublie l'idéologie, si on ne prend pas parti, si on ne cherche pas un régime contre un autre, etc., si vous vous mettez à la place des Iraniens après ce qu'ont vécu les Irakiens, c'est sûr que ça donne envie. Hein. Et c'est pour ça que Kim Jong-il... Moi, je serais chef d'État. Voilà. C'est pour ça que Kim Jong-il, que l'on prend pour un imbécile, le fameux nain jardin, il n'est pas si bête que ça quand il dit « moi, on m'a jamais renversé parce que j'ai gardé et j'ai montré que j'avais une capacité nucléaire et balistique. » Et donc là, ce que proposent les Américains à Oman dans des négociations un peu plus ou moins officielles ou secrètes, ils disent « renoncez au stock d'uranium que vous devez donner à un pays tiers, comme l'accord de 2012, là, le préaccord, ce qui aurait pu être fait, mais ça n'a pas été fait, renoncer aux milices, au moins... Et les Russes avaient proposé de prendre. Absolument, les Russes auraient pu recevoir le stock. C'était une solution intelligente, mais bon, ça n'a pas pu être fait. Renoncer aux balistiques et renoncer au nucléaire militaire. Mais moi, je me mets à la place du régime, même si, je répète, j'ai horreur de ce régime. Mais en géopolitique, on doit se mettre à la place de tout acteur. Voilà. Sinon... Si je suis les mollahs, est-ce que j'ai intérêt à sauver ma peau en renonçant à ces trois choses, ok. Mais si après ils me font comme avec Kadhafi, qui avait renoncé au nucléaire lui aussi, ou le rapport Blix qui avait montré que Saddam Hussein avait lui aussi renoncé au nucléaire, les mollahs se disent on finira comme Kadhafi et comme Saddam Hussein, empalé ou égorgé. Ça n'est pas du tout une garantie. Kadhafi, on lui a même coupé le sexe, après l'avoir empalé et 3 balles dans la tête, etc., et des couteaux dans le corps. Donc il a fini. D'ailleurs, ce qui est rigolo pour Kadhafi, nous qui donnons des leçons de morale, on a reçu 2 fois à l'Élysée Belhaj, qui est le trafiquant d'esclaves qui envoie les migrants à Lampedusa, qui était tout simplement l'ancien chef d'Al-Qaïda pour les Libyens. Et on a remis en orbite ce type qui a été reçu 2 fois par Sarkozy. Et c'est lui qui a été chargé de l'exécution de Kadhafi. Donc l'Occident, qui donne des leçons de morale, aime bien utiliser les pires salopards qui soient. Et Jolani, c'est pareil en Syrie. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Égorgeur modéré, comme dit Aberkan. J'aime beaucoup l'expression. Il y a 5 ans, il jouait avec des têtes au foot. Et maintenant, il nous protège les minorités en nous disant, si vous m'aidez encore plus, il y en aura un peu moins qui seront tués. Donc l'Occident n'a pas ce que j'ai écrit. Il y a 25 ans que vous avez très gentiment cité islamisme États-Unis. On s'est souvent foutu de moi. Cette thèse est désuète après le 11 septembre. On a instrumentalisé, on a créé même. Parce que dans les années 70, en Afghanistan, contre l'Union soviétique. Et malgré le 11 septembre, cette thèse qu'on m'a dit, elle est bête parce que maintenant, après le 11 septembre, c'est impossible de jouer avec l'islamisme. Mais si on a continué, on a continué en Irak, on a continué en Libye, en Syrie avec Jolani. Et en Serbie avec Tuzla, et les islamistes, Izetbegovic. C'est une véritable constante. Et c'est pour ça, comme je disais tout à l'heure, quand vous fabriquez un virus pour pourrir quelqu'un d'autre, c'est comme le gaz lacrymogène. Quand j'étais dans une situation jeune. Ça peut aussi vous faire mal. Ça peut revenir dans la gueule s'il y a un peu de vent. Là, c'est pareil, on a fabriqué de l'islamisme partout, et bien maintenant, on le prend dans la figure, dans nos propres capitales. Absolument. Et c'est la folie de l'Occident qui veut répandre le LGBTisme, le wokisme, la liberté des femmes, des homosexuels à l'étranger et qui se prend des adeptes de la charia dans ses propres villes, subvencés parfois par la mairie ou par les gouvernements. Donc c'est quand même un paradoxe assez étonnant. C'est plus qu'un paradoxe. On n'est pas loin de l'ethnomasochisme. Oui. Enfin, mais jusqu'à quel point ne sait-on pas tout ça et ne fait-on pas simplement semblant de ne pas voir le lien. Ah oui, nos élites le savent. Sur les attentats à Paris, quand même. Nos élites le savent parce qu'elles se disent, moi je suis dans un quartier protégé, je mets mes enfants dans des écoles super sécurisées où il y a de la discipline, il n'y a pas de shit, il n'y a pas de portable et tout. À Harvard par exemple, ils mangent super sain. Ils forment des gens qui nous vendent de la merde, excusez-moi l'expression, parce que là c'est vraiment la bouffe américaine, mais j'ai eu la preuve, mais par contre dans la cantine d'Harvard c'est hyper bio et hyper sain. Donc ça c'est le grand problème de l'Occident, c'est qu'il n'a aucune exemplarité. Chevènement un jour m'a dit un truc que j'ai beaucoup aimé, on parlait de toutes ces guerres, il dit non, il n'y a rien de mal d'être universel. Mais si l'universalisme consiste à faire du prosélytisme avec aucune cohérence, c'est contre-productif, ça va nuire aux valeurs mêmes que vous défendez. Il disait, il ne faut pas être prosélyte, il faut être exemplaire. J'ai bien aimé cette nuance. Si tu es exemplaire, c'est pas pareil que de vouloir changer l'autre. Mais absolument, s'il le veut. Absolument, oui. Enfin, ça, c'est Jean-Pierre Chevènement, malheureusement, là aussi. On en est loin. On en est loin. C'était le grand ami du général Gallois. Absolument, que j'ai connu aussi, Gallois. Bien sûr, oui, vous l'avez connu, bien sûr. Et donc, dernier point,
parce qu'on n'en a pas parlé. Ukraine, Ukraine, Russie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous êtes la meilleure spécialiste. Non, mais je veux savoir quand même. Là où nous nous sommes connus, vous étiez la meilleure spécialiste de toutes ces questions, Europe de l'Est, Balkans, etc. Non, moi, mon point de vue sur l'Ukraine, c'est que Trump, je pense vraiment, c'est un ami des Ukrainiens. Déjà, dans son premier mandat, c'est l'homme qui a le plus voulu armer les Ukrainiens. C'est pas du tout un pro-russe, puisque dans son premier mandat, c'est l'homme qui a le plus lutté très durement contre Nord Stream 1 et 2, ça vous le savez mieux que moi, et c'est Biden qui a autorisé Nord Stream 1 et 2. Les gens oublient souvent que Nord Stream 1 et 2 a dû modifier, vous savez, le distributeur doit pas être... Il y a eu une recomposition capitalistique avec les Allemands et des consortiums, et c'est Biden qui a dit « Ok, maintenant, on enlève les sanctions ». Donc, la caricature des médias Trump tenu par les Russes depuis une vidéo salace, depuis les années 80, et Biden anti-russe, Biden était pour Nord Stream, Trump était contre. C'est pas une vidéo salace de Trump qui aurait fait qu'il se serait senti comme tenu. Comme il n'a aucune inhibition, si on le montre avec deux gonzesses dans un lit, il serait capable de dire « je me suis bien amusé, c'était bien, à c'était l'époque t'es pas marié, voilà, c'est plus la même femme, c'était pas ma femme actuelle qui est trompée ». Non mais c'est vrai ce que vous dites. Par contre, donc, je pense que c'est un vrai ami des Ukrainiens, et quand il leur dit, peut-être de manière un peu vulgaire, c'est vrai qu'il a un style désagréable, mais quand il leur a dit, quand il a dit à Zelensky, t'as pas les cartes en main, si tu signes pas maintenant, tu vas être cuit, c'est pas toi qui décide. Et c'est vrai que en 2022, l'accord d'Istanbul, il perdait 5%. Il en est à 22. Là, il en est à 22, et moi je pense qu'on va arriver à 30. Hein. Ah bah oui. Il va arriver facilement à 30. Oui, parce que Trump a aussi cette méthode, cette approche qui va trop loin, qui consiste effectivement, pour être en bonne position au début d'une négo, à partir de positions maximalistes, agressives, etc. Mais il faut pas aller trop loin là-dedans. Je pense que l'affaire de l'attaque quand même de la résidence de Valdai, enfin de Novgorod, ça c'est un pas trop loin à mon avis. Et c'est le troisième. Voilà, donc c'est le troisième. Et c'est le troisième, absolument. Il y a eu l'avancée vers Koursk. Oui. Et le bombardement par des drones de bombardiers stratégiques russes. Puis les radars aussi de détection. Oui, et les détections. Ça, c'était grave. J'en parle dans mon livre. Il n'y a jamais eu aussi peu d'accords, vous l'avez dit tout à l'heure, de désarmement, de non-dissémination et de non-prolifération. Les Américains ont tout pété depuis surtout, la fin de la guerre froide. Voilà, en aidant avec nos imageries satellites les Ukrainiens à frapper des avions qui étaient visibles, non pas parce que les Russes sont les imbéciles, comme ils ont dû à LCI, mais parce que les Russes faisaient confiance dans le cadre, comme vous le savez, de New Start. Donc les Russes se sont dit, OK, ils n'ont même pas la parole de continuer ce deal. Je montre mes avions, ils montrent les leurs. J'ai compris, on va réviser la doctrine nucléaire. Et pareil pour Koursk. Ils pensent qu'on n'est pas sanctuarisé. Normalement, le nucléaire sanctuarise. Ils ont voulu prouver, ce qui n'est pas bête de la part de Zelensky, que la Russie, on pouvait l'aider à la frapper. La preuve, elle ferait rien de nucléaire si on allait vers Koursk. Du coup, révision de la doctrine nucléaire. Ça veut dire que plus le temps passe, plus une guerre nucléaire... Plus il se renforce, c'est probable. Peu probable, mais plus elle est probable. Moins elle est impossible. En tout cas, voilà. Et en tout cas, le caractère imprévisible devient quand même difficilement gérable parce que moi je suis partisane de l'équilibre de la terreur en fait c'est-à-dire que je pense que tous ces traités qui organisaient, qui structuraient un équilibre et qui empêchaient chacun de pouvoir imaginer une frappe en premier nucléaire à laquelle l'autre ne pourrait pas répliquer. Tout ça n'était pas permis tant qu'il y avait un équilibre de la terreur. Et on ne frappait pas les pays sanctuarisés. Non, on se bien faisait sûr des que sales non. coups en Amérique latine. latine. Ailleurs, en indirect. Ou en Corée, mais on ne frappait pas Moscou. Donc là, le problème, c'est que les Américains, et j'en parle là sur Paix et Guerre dans une clé du monde, sont en train, par divers biais, et le ministre russe des Affaires étrangères en a parlé, là, il a tout listé, sont en train de se mettre en situation de regagner cette supériorité stratégique, c'est-à-dire en fait d'empêcher la frappe en second russe. De se mettre en situation de faire du chantage, c'est-à-dire de dire nous on peut vous frapper en premier, vous n'aurez pas le temps de... Ce qui pousse à la course aux armements et à l'innovation. Exactement. Oui, enfin l'innovation, mais aussi ça devient dangereux parce que tant que c'est Poutine au pouvoir, voilà. C'est sûr que si c'est pas Trouchev ou Karaganov qui prenaient le pouvoir, ce serait autre chose. Voilà.
Donc là aussi, je pense qu'on ne comprend rien à la Russie. On sous-estime beaucoup de choses et on en surestime d'autres, mais on sous-estime les capacités, les limites. Voilà, on parle de bluff, on parle de ci, on comprend rien en fait. Alors ça, c'est grave. C'est très grave. C'est très grave quand on dit pas chiche à quelqu'un qui peut pulvériser la planète. C'est de l'inconscience à l'état pur. Je comprends qu'on aide les Ukrainiens, je comprends que... Mais de là à dire pas chiche, tu n'es qu'un bluffeur, de toute façon ton armement nucléaire il sert à rien, tes ogives, si ça se trouve, on peut les frapper parce que vous savez même pas les utiliser. Mais c'est d'une véritable... On n'a jamais vu ça au pire moment de la guerre froide. Kissinger s'arrachait les cheveux. D'ailleurs, il s'est arraché les cheveux. Il est mort après le début de la guerre. Il a écrit des choses très nettes. Non, sur l'Ukraine, ce que je voulais rajouter aussi, j'ai étudié beaucoup les sanctions, parce que j'ai un chapitre sur les sanctions, ça m'a beaucoup intéressé, je m'intéresse de plus en plus à l'économie. J'ai interrogé beaucoup de traders pour faire mon livre, j'ai fait un voyage aussi, j'ai rencontré beaucoup de patrons français, je précise, qui de la Chambre de commerce de Moscou, et aussi j'étais voir le centre culturel français, et j'ai essayé de tâter l'atmosphère, et j'ai parlé avec beaucoup d'entrepreneurs. En fait, les sanctions sont totalement contournées. Les marques, elles sont toutes là, avec des ajustements juridiques. Il suffit de passer par l'Azerbaïdjan, ça vous le savez. Les frigos ne sont pas du tout payés parce que les Russes... Voilà, même le luxe. Mais quand on dit qu'ils pillent les frigos pour avoir des puces, parce que c'est des clochards, ils ont 2 sociétés, dont Micron, qui fabriquent des puces. Les Russes, déjà, ont des sociétés depuis des années qui fabriquent des puces, certes de 11 nanomètres, mais ils ont des puces de plus petite résolution par les Chinois, par les Malaisiens, par les Turcs. L'offshoring et tout ce qui est bancaire, depuis qu'on a coupé SWIFT et qu'ils ne peuvent pas utiliser le dollar, ils prennent les Émirats et le Qatar. Et il y a la carte MIR qui est dans plein de pays, y compris l'Égypte. Et maintenant, BRICS-Pay et BRICS-Bridge. Et en fait, cette guerre en Ukraine, elle a été... très mal gérée. Elle les a aidés. Elle les a aidés. On les a sous-estimés, donc du coup... Elle a renforcé la Russie de manière considérable. Et les donc Russes notre mépris, notre idéologie, notre incapacité à comprendre, leurs préoccupations sécuritaires, qui sont quand même pas toutes illégitimes, loin de là, les nécessités liées à leur existence, tout simplement. Tout ça fait qu'en fait, comme on ne veut pas les entendre, on ne veut pas discuter avec eux, on ne veut pas comprendre ce qu'ils disent, on ne veut pas savoir ce qu'ils font véritablement, et on refuse là pour le coup, de peut-être se poser 2-3 questions sur la stratégie qu'on a eue et l'échec flagrant dans lequel elle se trouve. On la connaît, la stratégie. Finalement, on est dans une impasse, on est dans un trou, dans un gouffre d'où on ne veut même pas sortir. Et moi, je veux pas faire on continue à se planter. Absolument. Moi, je veux pas faire le démagogue, mais je le pense sincèrement. Nous avons été ignobles vis-à-vis des Ukrainiens. Parce que si vous promettez aux Ukrainiens en 2022, ne signe pas, tu vas tout gagner, etc. Dans ce cas, ça veut dire qu'on va les envoyer quand même au casse-pipe. Et si on avait envoyé 100 000 hommes, 200 000 hommes, ce qui est impossible, et plein de défenses aériennes, anti-aériennes, etc. Il n'en a jamais été question. Il n'en a jamais été question. Ça aurait été cohérent. Mais quand on dit à quelqu'un, ne signe pas, ça va marcher, mais qu'on fait toujours assez pour tuer pas mal de Russes, mais jamais assez pour faire gagner les Ukrainiens. Ça veut dire qu'en fait... Mais c'est impossible pour l'Ukraine de gagner. C'est mathématiquement impossible. C'est là que je dis qu'on a été ignoble avec les Ukrainiens, parce qu'on leur a fait croire un truc, mais vous connaissez mieux que moi la stratégie, elle a été décrite par la Rand Corporation. Le but, c'est de faire saigner 2019, la bête. On va faire saigner du russe avec de l'Ukrainien. Le but n'a jamais... Extending Russia, 2019. Le but n'a jamais été de faire gagner les Ukrainiens, mais de les utiliser, parce que nous, on n'a pas le courage de le faire, comme chair à canon, pour faire un peu saigner du russe. Manque de bol, le russe accepte de saigner, mais par contre, après 300 000 morts, vous n'avez plus le même état d'esprit. Après 300 000 morts, vous dites, je vais me servir. Parce que c'est ce que j'appelle la géopolitique interactive. Ils n'ont pas 300 000 morts. 300 000 ou 250 000. Les Russes, c'est Mediazona. Mais Mediazona... C'est ce qu'il y a de plus crédible sur l'état. Admettons que ça soit même 150 000. Je pense que on est plutôt par là. Moi, je pense que c'est vers 300, parce que même beaucoup de gens, j'en ai pas mal de vidéos, mais admettons, même si c'est 100 000, c'est quand même 10 fois plus que la guerre d'Afghanistan. Quand vous perdez 100 000 hommes, vous n'avez pas le même état d'esprit de négociation qu'avant. Donc ça veut dire que plus le temps passe, moins on peut revenir en arrière. Quand vous avez perdu plein d'hommes, vous voulez vous rembourser par les territoires, le prix du sang par les territoires. Donc ce que je crains, c'est que plus le temps passe,
plus avec les Russes, ça va être extrêmement difficile de négocier. D'ailleurs, ils ne veulent pas négocier. Les objectifs changent. Non, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait bien négocier? Quel est l'incentive, comme on dirait en américain? Qu'est-ce qu'on leur propose? Ils ont la main militairement. On leur explique que s'il y a un cessez-le-feu, on va réarmer les Ukrainiens. Non, on va réarmer les Ukrainiens et on va déployer des troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Ce qui est exactement la raison pour laquelle ils ont lancé l'opération militaire spéciale. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont aucun intérêt à un cessez-le-feu. Aucun intérêt. La seule là solution, encore, un enfant de 6 ans peut comprendre ça. Absolument. Donc, la seule solution, c'est les sphères d'influence. Oui. Un vrai Yalta où on dit l'OTAN n'ira jamais en Moldavie. L'OTAN n'essaiera jamais de faire des révolutions de velours en Biélorussie. L'OTAN n'ira jamais plus loin que ça. Pour ça, il faut admettre qu'on s'est planté. Voilà, c'est tout. Et qu'on s'est planté. Et moi, je ne pense pas qu'on n'ait pas voulu aider l'Ukraine à gagner. Je pense qu'on n'a jamais pensé que l'Ukraine pourrait gagner totalement. Absolument. Mais on a tellement sous-estimé la Russie. Oui. Non, moi, je pense qu'on a fait croire aux Ukrainiens, mais on ne les connaît pas. Voilà, mais bon, les Ukrainiens, enfin, qu'est-ce qu'on appelle les Ukrainiens? Le président Zelensky, qui lui-même était quand même, enfin, on lui a mis le marché en main, si j'ose dire. D'ailleurs, son patron, l'homme qui l'a lancé, Kolomoïski, a détourné 5 milliards. Il est condamné par la justice américaine. Yermak a été incriminé récemment. Tout l'entourage de Zelensky a été incriminé. C'est le peuple ukrainien qui s'est fait Cet été, le peuple ukrainien, mais par ses propres autorités. Absolument. Mais cet été, il y a eu des grandes manifestations du peuple ukrainien contre l'abolition du NABU, sur lequel a dû revenir le NABU. Pour nos auditeurs, c'est un organisme anticorruption qui est en fait contrôlé par les Américains. D'ailleurs, pour mon livre, j'avais interrogé un type de la CIA qui passait à Paris. Je l'ai rencontré par hasard. Je ne prétends pas avoir des relations spéciales avec eux, mais j'ai eu l'opportunité de lui poser 2 questions lors d'un rendez-vous. Et il passait de Biden à Trump, c'était en décembre, Trump n'avait pas encore pris ses fonctions, et il me disait, c'est très simple, c'est extrêmement simple, soit ils remboursent tout ce qu'ils nous ont volé, et ils donnent toutes les sociétés offshore, et tous les noms, etc., soit on va les laisser tomber comme moins que rien. On ne va pas les rater. Et donc, Zelensky est sur la sellette aujourd'hui. D'ailleurs, le NABU, qui est piloté par les Américains, fait tomber chaque jour. Il y en a 2 qui sont en Israël. Il y en a un qui est condamné aux États-Unis, le plus grand oligarque, Kolomoïski. Il y en a un autre, Yermak, qui vient d'être mis de côté. Et je pense que les autres vont Bouganov n'est pas beaucoup mieux au niveau il est déjà enquêté. Timoshenko vient de tomber aussi. Enfin, tous les gens de la première ou de la deuxième révolution orange sont tous incriminés. Donc, le prochain, c'est Zelensky. Donc, on est sur un après Zelensky qui est en train d'être négocié. Mais lui, pour garder la face, pour partir avec l'honneur dans l'histoire, il essaie de montrer qu'il a résisté et qu'il n'est pas sous le coup de la loi, parce qu'il s'est lui-même ficelé les bras en mettant dans la Constitution la trahison d'État s'il signait la perte de territoire. Donc on va trouver un truc du style, on perd des territoires, mais c'est pas une perte de territoire. Oui, mais non, mais ça, pour ça, on a un mensonge tout près qu'on sert depuis des années, qui est que la Russie voulait toute l'Ukraine. Donc à partir du moment où on arrive à l'arrêter à 25% ou à 30%, ça veut dire que c'est une grande victoire. Voilà, donc c'est ça aussi. Ils disent ça, les gens les plus sérieux disent ça. Mais depuis le début du conflit, la Russie est entrée en Ukraine pour prendre toute l'Ukraine, puisqu'elle va même prendre l'Europe, vous n'êtes pas au courant ? C'est une profonde débilité pour une raison qui est presque une preuve, sans arrogance. Est-ce que, déjà, la Russie n'aimait pas Navalny et elle n'aimait pas les gens, les Pussy Riots. Est-ce que la Russie aurait une seconde, un intérêt à avoir, de l'Ouest, dans son État, comme futurs militants qui peuvent voter, des millions d'Ukrainiens russophobes, des millions d'Ukrainiens de Polonais russophobes? Mais il faut être débile pour penser qu'ils veulent avoir ça dans leurs États. Par contre, qu'ils veulent des zones d'influence contrôlées ou neutraliser des pays, oui, mais envahir, manger tout cru, des gens qui vont voter. C'est comme si l'Amérique annexe le Canada. Ce serait débile. Ils auraient 30 millions de démocrates. Trump n'a aucun intérêt à annexer le Canada. C'est 30 millions d'ennemis. Mais un enfant peut comprendre ça. Et je suis étonné qu'on ne comprenne pas. Je ne dis pas que la Russie a raison. Je ne dis pas qu'elle a raison d'avoir envahi. On dit seulement que ce n'est pas son intérêt d'avoir des électeurs qui seraient des Polonais et des Ukrainiens de l'Ouest russophobes. Je pense que c'est pas du tout leur idée. Par contre, ils voulaient aller à Kiev pour faire un renversement de régime, peut-être, mais pas pour occuper. La preuve, ils ont emmené très très peu de troupes.
troupes à l'ouest. Et certains disent que c'est un leurre. C'était un leurre pour que les troupes ukrainiennes qui étaient surtout en train d'attaquer le Donbass, c'était peut-être, probablement un leurre pour les attirer à Kiev. Ça a peut-être raté, mais en tout cas, c'était pas une politique d'invasion générale, d'occupation. C'était plutôt soit un leurre, soit une tentative de capture. On n'envahit pas un pays avec 130 ou 150 000 hommes. C'est comme l'Ukraine. Ça ne rend pas les Russes comme des anges. On n'est pas là, je le dis, parce que maintenant on est accusé d'être pro-russe partout. En aucun cas, moi, je justifie ni une invasion, ni quoi que ce soit, mais la rationalité des Russes n'est pas là où on le croit. Ouais, absolument. Bon, voilà, je suis entièrement d'accord. On pourra encore en parler très longtemps, mais on aura l'occasion sans doute de se retrouver sur d'autres développements. En tout cas, merci beaucoup, merci, Alexandre, d'être venu. Toujours très agréable avec vous. Un grand plaisir. Et je suis certaine que cette émission va beaucoup intéresser, puisqu'on est en train de l'enregistrer, nos auditeurs sur Pays Guerre. Grâce à vous, parce que votre chaîne, je suis jaloux, est beaucoup plus référencée que la mienne. Non, ça vient de commencer. Et c'est pas vrai. Mais bravo. Mais moi, ça stagne. Alors justement, vous nous écoutez, venez nombreux. Voilà, c'est vrai. C'est gentil de me donner cette... elle est très bien, votre chaîne marche très bien. Mais en tout cas, moi, je suis très heureuse de faire ce que je fais. Ça me plaît, j'adore. Et je pense qu'il faudrait confronter encore plus de points de vue. Il faudrait que j'ai des invités qui soient peut-être à certains moments aux antipodes. Oui. J'adorerais, mais est-ce qu'ils accepteraient de venir? C'est toujours la même chose. Mais vous êtes tellement sympathique qu'on n'a pas envie de montrer les désaccords. On a plutôt envie de montrer les désaccords. Voilà, j'aurais dû être diplomate. La prochaine fois, on peut en trouver. J'aurais dû être négociatrice. Oui, certainement. Et j'invite vos auditeurs à regarder un peu ma chaîne aussi pour la faire remonter à votre niveau. Non, mais ça monte forcément, ça va monter, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre, et à très vite. À très bientôt. Merci. Et au revoir, chers amis. À bientôt.